Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés déjà nombreux pour ce nouveau webinaire organisé par l'Institut Nutrition dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition 2023. Vous êtes déjà un petit peu plus de 60 participants à nous avoir rejoints. On va attendre quelques minutes que les derniers arrivants se connectent pour lancer la discussion d'aujourd'hui autour de la dénutrition des personnes âgées en donnant la parole à ceux qui œuvrent au quotidien pour ces mangeurs fragiles. Merci à ceux qui nous rejoignent. Encore une petite minute et puis nous allons pouvoir lancer l'édition d'aujourd'hui. Allez, bah écoutez, vous êtes déjà un peu plus de 70-80 à vous être connectés. Merci à tous puisque vous êtes plus de 250 à vous être inscrits aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes ravis de vous accueillir et bienvenue à tous pour donc ce webinaire dédié à la dénutrition des personnes âgées que nous organisons dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition 2023 avec la volonté aujourd'hui de donner la parole à ceux qui œuvrent dans leurs recherches, dans leurs études, au quotidien, à la prise en charge, au dépistage et à la lutte contre la dénutrition des personnes âgées. Donc, merci à nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, qui voilà, vont avoir l'honneur de vous présenter leurs travaux et leur travail au quotidien. Je me présente rapidement, je suis Clara Rousseau, chargée de projet nutrition à l'Institut Nutrition, la fondation d'entreprise de la société Rest Alliance, une société de restauration et de services hôteliers spécialisés dans le secteur de la santé. Donc, comme vous le savez, l'IN vous donne régulièrement rendez-vous pour des webinaires sur les thématiques de la santé et de la nutrition de nos mangeurs fragiles, avec aujourd'hui une thématique spécialisée dans la Semaine nationale de la dénutrition autour de la dénutrition des personnes âgées. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans l'onglet chat. Voilà, je vois que certains, bonjour à tous, vous avez déjà pris possession de cet onglet de discussion. Nous poserons toutes vos questions à nos intervenants à l'issue de leur présentation. Et je me tiens à vous rappeler que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible dès la fin de notre échange ce matin. Ce webinaire va durer à peu près 45 minutes et se poursuivra par un temps d'échange et de questions-réponses que vous pouvez donc adresser dans le chat. Et il va être temps pour moi de laisser la parole, mais avant, je vais vous présenter justement nos 3 intervenants du jour. Donc, merci encore à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui François Guillan, président de l'association Alim 50+, qui va prendre la parole pour débuter notre webinaire aujourd'hui. Ensuite, nous donnerons la parole au docteur Eric Carriger, gériatre et directeur éthique et médical Maison de famille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, nous donnerons la parole à Pascal Quinon, chef de projet nutrition au sein de Rest Alliance et diététicienne.
Donc, l'Institut Nutrition vous remercie grandement d'avoir accepté notre invitation. Et si tout est bon pour tout le monde, nous allons pouvoir lancer le partage d'écran. Et François Guillon, nous vous donnons la parole. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Tout le monde m'entend? Bien. Donc, je me présente, je suis François Guillon, président de l'association Alim 50+, donc j'aurai l'occasion d'ici quelques secondes de dire un mot. Et la thématique de mon intervention, qui sera brève, parce que c'est le jeu, bien que le sujet soit considérable, c'est de prévenir la dénutrition à partir de 50 ans pour éviter plus tard l'engorgement des établissements par des personnes dénutries. Next. Donc, j'évoquerai rapidement la dénutrition et ses causes. Ensuite, je parlerai de deux facteurs critiques pour éviter la dénutrition. D'une part, l'éviter entre 50 et 65 ans, qui est une tranche d'âge critique, et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, je vous parlerai d'un phénomène méconnu, qui sont les 800 000 résidents en France en situation de précarité, entre 50 et 65 ans, qui sont la cohorte naturelle qui va fournir les personnes dénutries plus tard. Les deux focus correspondent à deux études que nous avons réalisées au cours au sein de l'association Alim 50+. Suivant. Donc, Alim 50+ est une association qui est née en 2014 et dont la vocation est de découvrir la future alimentation des seniors. Les seniors, pour nous, commencent, c'est de 50 à 100, 110, 120, bref, avec des situations très différentes et qui correspondent à ce que les Japonais appellent les seniors actifs, les seniors fragiles et les seniors dépendants. Ensuite, clic. Donc, nous sommes une association ouverte, professionnelle, où on adhère intuitu personnel, pour travailler ensemble dans un cadre informel sur des sujets non concurrentiels, ce qui fait que nous avons des adhérents de même métier dans des groupes thématiques, échanges d'expertise, pôles de documentation et webinaires. Suivant. Donc, vous voyez ici la liste de nos adhérents et comme vous voyez, nous sommes multimétiers, ce qui est un facteur d'enrichissement des dialogues et multidisciplinaire puisque nous allons de la recherche scientifique fondamentale au comportement alimentaire et à la comportement des personnes face à la distribution alimentaire. Donc, vous voyez, nous avons des syndicats, des industriels, une forte représentation d'instituts de recherche et des services généraux alimentaires. Donc c'est une association très improbable qui a peu d'équivalents en France et dont, si ça vous intéresse, nous pouvons parler parce que nous avons bien besoin de vos idées pour continuer à nous développer. Suivant. Donc, très rapidement, mais ça, ce constat, vous pouvez le trouver en particulier dans la source qui est indiquée. La dénutrition se caractérise par un certain nombre de critères phénotypiques et étiologiques qui sont indiqués ici, je ne vais pas les reprendre, et avec deux stades, dénutrition modérée et dénutrition sévère. Cette dénutrition est un enjeu sociétal considérable et un coût sociétal considérable. C'est pour ça qu'il faut essayer de prévenir cette dénutrition et bien avant la spirale de la dénutrition. Suivant. Donc cette spirale de la dénutrition bien connue maintenant, qui a été, disons, conceptualisée par une équipe dirigée par la docteure Monique Ferry, qui était d'ailleurs la présidente du comité scientifique d'Alim 50+. Je dis elle est toujours là, bien sûr, mais elle est un peu en retrait maintenant. En tout cas, cette spirale de la dénutrition est
a eu une importance considérable pour visualiser les phénomènes qui se développent au fur et à mesure pour transformer une situation réversible en irréversible. Par contre, l'important, et c'est de ça que je vais parler, c'est de prévenir cette spirale de la dénutrition en amont et d'explorer les causes. Voilà, suivant. Donc, les causes amont de la dénutrition, les causes endogènes, vieillissement et affection, et les causes exogènes, liées à l'environnement et aux apports alimentaires et à l'hypermédication. Suivant. Donc, les causes endogènes, suivant, sont les modifications physiologiques liées au vieillissement, les pathologies liées à l'âge et les pathologies associées. Alors, suivant. Ces pathologies associées, c'est pas si simple que ça, parce que certaines d'entre elles ne sont liées à des phénomènes incontrôlables et d'autres sont liées en particulier au style de vie et à l'alimentation. Et nous allons faire un focus sur la période de 50-65 ans pour essayer de limiter ces pathologies associées. Vous savez très bien, par exemple, que lorsqu'on indique ici cancer est en partie une pathologie liée au style de vie et en particulier à l'alimentation sur certains cancers. Suivant. Donc, sur les causes exogènes, suivant, nous en trouvons qui sont liées aux apports alimentaires insuffisants ou inappropriés, et d'autres qui sont liés aux facteurs socio-économiques liés à l'exercice et à la vie des personnes dont on parle. Là encore, sur les apports alimentaires et sur les facteurs socio-économiques, il y a ici des causes de dénutrition, des causes précoces de dénutrition, et c'est pour ça que, au sein d'Alim 50+, nous avons décidé, entre autres, de faire le focus sur la période des 50-65 ans. Suivant. Donc, 50-65 ans. Et c'est peut-être une chose que vous ignorez ou pas. En tout cas, c'est une chose qui est largement ignorée par les pouvoirs publics. Et c'est une période critique pour une future dénutrition massive et pour sa prévention. Et je vais vous le montrer par une de nos études. Donc, d'une part, la tranche d'âge 50-65 ans voit l'émergence de deux facteurs de risque de déséquilibre alimentaire, vecteurs d'une future dénutrition. D'une part, l'émergence de maladies chroniques favorisant des perturbations ou directement des déséquilibres alimentaires précurseurs de la dénutrition, clic. Deuxièmement, c'est la période où se cristallise une population spécialement à risque, c'est-à-dire les 800 000 personnes en situation de précarité entre 50 et 65 ans. Je vais vous parler spécifiquement de cette population. Suivant. Donc, d'une part, nous avons réalisé une étude sur l'état sanitaire et nutritionnel des jeunes seniors des 50-65 ans, avec l'aide de l'équipe d'enseignants-chercheurs d'Unilassal et d'une équipe d'étudiants d'Unilassal. Et donc, les courbes ici qui sont impressionnantes, mais qui sont dans l'étude accessible, en particulier directement sur le livre blanc qui est sur le site Alim 50+, montrent que seulement sur 4 maladies qui sont les hypercholestérolémies, dyslipidémies diverses et variées, sur l'hypertension artérielle, sur les diabètes et sur l'obésité, la tranche d'âge, allez, on va dire 45, 54, 55, 64, voit l'explosion de ces maladies, et d'ailleurs aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors sur certaines maladies, c'est plus pour les hommes et d'autres, c'est plus pour les femmes. La tranche d'âge 50-65 ans est une tranche d'âge, et en particulier, on parle de 50 ans pour la ménopause,
Mais on voit également dans ces courbes que les hommes sont aussi touchés que les femmes, et en particulier pour l'obésité. Suivant. Donc, il y a un certain nombre de constats. La part de personnes en surpoids et en obésité augmente fortement pour les hommes à partir de 50 ans. L'hypercholestérolémie augmente fortement à partir de 45 ans et les hommes sont plus souvent touchés. On commence à avoir un premier pic d'apparition d'hypertension artérielle dans la population des 45-64 ans. Et le diabète a un pic d'apparition aux alentours de 50 ans. Suivant. Pour résumer, à partir de 50 ans environ, la prévalence des maladies chroniques, 2 maladies chroniques, commence à augmenter fortement. Il est encore temps d'agir, car à 50 ans, ce sont plus les facteurs de risque qui sont présents que les maladies elles-mêmes. Suivant. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là au niveau de la dénutrition et que c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que les désordres et pathologies qui arrivent à partir de 50 ans, les facteurs de risque ne sont pas facteurs directs de dénutrition, mais contribuent fortement à la déstabilisation des régimes alimentaires des 50-65 ans qui y sont sujets. Suivant. Alors non, retour juste en arrière. La cacophonie nutritionnelle fait son effet à partir de 50-65 ans. Et je regardais encore une recommandation qui est très fréquente sur les réseaux par rapport aux poissons gras. Alors, les poissons gras, on demande qu'ils soient évités en cas d'obésité, mais on demande qu'ils soient privilégiés en cas d'hypercholestérolémie à cause des acides gras polyinsaturés. On est, comme vous le savez, dans une période forte de cacophonie nutritionnelle et alimentaire, et donc le fait que les personnes entre 50 et 65 ans se retrouvent angoissées par des facteurs de risque ou directement par l'émergence de maladies liées à l'alimentation, fait qu'ils vont se retrouver dans un état, disons, d'instabilité alimentaire, et en particulier une catégorie de personnes dont je vais vous parler maintenant. Suivant. Nous avons réalisé au sein d'Alim 50+, une étude NutriAccess, c'est son nom, qui a, première chose, identifié qu'il y avait 800 000 Français de 50-65 ans, à peu près, en situation de précarité. Alors, situation de précarité, c'est assez précis statistiquement, ce sont les personnes qui sont à 60% du revenu médian, ou à 60% au moins du revenu médian, et personne n'avait identifié le nombre. Ces 800 000 personnes en situation de précarité ont un style de vie alimentaire vecteur de maladies chroniques et d'une future dénutrition. Donc nous avons réalisé cette étude d'une part avec un critère d'inclusion qui n'était pas leur revenu, mais un critère disons d'inclusion délégué qui était le fait d'être bénéficiaire d'aide sociale. Et donc, nous avons eu l'aide d'un certain nombre de CCAS et de la Fédération des banques alimentaires pour recruter les personnes dans cette étude. Nous avons donc travaillé avec un échantillon témoin de personnes non bénéficiaires d'aide sociale et d'autre part un échantillon BAS, bénéficiaires d'aide sociale, tous de 50-65 ans, à partir d'un questionnaire que nous n'avons pas inventé, mais qui était, disons, repris et adapté à partir du questionnaire Bali, pour ceux qui ont entendu parler de cette étude importante sur le bien-être alimentaire, dont chacun devrait avoir connaissance, mais qui est finalement assez peu connue.
Ce questionnaire approfondi de 110 questions a été adapté pour notre étude et nous avons établi, à partir de ce questionnaire pour les deux populations, un score d'habitude de vie saine, SVS, un score de bien-être par le comportement alimentaire, SBCA, et un score de bien-être par la qualité de l'alimentation, SBQA. À partir de ces scores, nous avons comparé les deux populations suivantes. Et les constats sont dramatiques. Vous voyez à gauche en bleu la comparaison des deux groupes sur le SVS, c'est-à-dire score de vie saine. Au milieu, score de bien-être par le comportement alimentaire, et à droite, score de bien-être par la qualité de l'alimentation. On voit que ces scores sont très faibles pour les groupes BAS et plutôt bons pour les groupes témoins. C'est aussi vrai pour les trois scores SVS, SBCA et SBQA. On pourra revenir si vous le souhaitez sur cette slide, mais en tout cas, elle est présente dans l'étude NutriAccess. Il va de soi que, disons, la faiblesse de ces scores pour l'échantillon, pour le groupe BAS, est porteur à terme de déséquilibre alimentaire. Alors, de qui parle-t-on ici? On parle de personnes de 50-65 ans bénéficiaires d'aide sociale, essentiellement des femmes d'ailleurs. Et d'ailleurs, une étude est sortie ce matin sur je crois que c'était par plus quelle association humanitaire. Ces femmes, essentiellement, ont souvent encore des jeunes à la maison et se privent pour des tas de raisons par rapport à ces jeunes. Elles sont en situation de précarité à cause de veuvage, de divorce, de maladie, etc. Donc, ce qui est dramatique ici par rapport à cette population, c'est qu'elle est méconnue, que personne n'en prend soin et qu'elle est vecteur d'un fort contingent de futurs dénutris. Suivant. Encore, next, oui. Juste un extrait de l'étude, de notre étude, c'est la fréquence des repas sautés. Pour le groupe bénéficiaire d'aide sociale versus le groupe témoin. Pour résumer, et c'est à droite, 24,9% des personnes du groupe témoin sautaient des repas et 70,5% des groupes du bénéficiaire d'aide sociale sautaient des repas. Donc, pour terminer ma présentation, et j'espère que Clara, que j'ai tenue dans les temps, que cette population de 50-65 ans, c'est-à-dire déjà à une période critique pour une future dénutrition. Ensuite, ignorer des politiques publiques, ça c'est clair et net, et ça pourrait devenir, si nous réunissions suffisamment de personnes pour nous accompagner, une grande cause de s'occuper de cette population. Cette population, ignorée des politiques publiques et évidemment des entreprises privées, est une cohorte naturelle, un contingent naturel de futures personnes dénutries. Merci de votre attention. Merci beaucoup François pour votre intervention et voilà cette mise en lumière de l'importance de la prévention et d'agir au plus précocement pour venir justement endiguer cette maladie silencieuse telle que vous nous l'avez présentée. Avant de laisser la parole à Dr Eric Carriger, je me permets juste une petite précision justement sur l'importance de cette prévention et d'action. Et pour vous préciser qu'à l'issue de ce webinaire, nous allons aussi en profiter pour vous présenter un outil sur lequel les équipes de l'Institut Nutrition travaillent depuis plusieurs mois pour justement essayer de venir aider les équipes de soins à la prévention. Donc voilà, je reprendrai la parole rapidement en fin d'intervention et je souhaitais juste vous faire cette petite précision. Docteur Carriger, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole.
C'est moi, Clara, qui vous remercie pour nous donner l'occasion d'insister sur un enjeu majeur de santé publique, effectivement, qu'est la dénutrition. Comme vous le rappeliez, c'est bien évidemment pour le médecin que je suis une maladie d'abord, même si c'est aussi un facteur de risque qui peut faire le lit d'autres maladies. J'ai voulu de manière un peu provocatrice de parler de maladies chroniques, silencieuses, parce que pendant très longtemps, à l'image de l'hypertension, du diabète ou d'autres facteurs de risque, elle ne va pas altérer la qualité de vie à l'instant, mais malheureusement évolutive. Et c'est là-dessus que je voulais insister sur ma courte présentation. Suivant. Alors oui, depuis la nuit des temps, bien évidemment, on entend par nutrition la bonne bouffe, la bonne nutrition en qualité et en quantité, la bonne nutrition, la bonne alimentation. Depuis Hippocrate, ça fait quand même 500 ans avant Jésus-Christ, on sait que c'est potentiellement notre meilleur médicament. Il est au bout de la fourchette. Et évidemment, en tant que gériatre, je marche toujours sur deux pieds. On pense solide, l'alimentation, mais on pense aussi liquide. Autant quand on recherche à perdre quelques calories, on ira éliminer les calories gratuites de la boisson. Autant quand on cherche à nourrir et à bien nourrir, on n'oubliera pas de bien hydrater, y compris de manger en s'hydratant. C'est un levier qu'on utilise peut-être pas assez dans la prévention primaire ou secondaire. Suivant. Oui, la nutrition est probablement un de nos meilleurs capitals en matière de prévention et de santé tout au long de la vie. Et quelques exemples pour vous montrer que ce capital santé, évidemment, on peut intervenir dessus à tous les âges de la vie. Il y a de la prévention à tous les âges de la vie, évidemment primaire, secondaire, parfois tertiaire. Mais ce capital nutritionnel, il s'est consolidé ou fragilisé tout au long de l'existence. Il a démarré, peut-être, je n'ai pas mis l'inutéro, mais j'aurais pu le même, dans la petite enfance, dans cette phase de forte croissance qui est la première année de vie, qui est évidemment la période de l'adolescence. C'est le maintien de ses facultés, de ses capacités nutritionnelles tout au long de l'âge, dans la maturité et surtout dans le grand âge, en rappelant évidemment que l'âge n'est qu'un facteur de risque et que c'est absolument pas un facteur causal. Donc arrêtons d'être fatalistes par rapport au grand mot MAUX du grand âge. On va vieillir comme on a vécu et on mourra comme on a vécu et vieilli. Et j'aime à répéter, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. L'étude de François dans les populations précaires, malheureusement, révèle de multifacteurs facteurs de fragilité qui se répercutent évidemment sur la nutrition et l'alimentation. Et une prévention adaptée à chaque âge, ça permet dans le meilleur des cas, bien sûr, de maintenir son capital, mais au minimum de le stabiliser et d'en éviter les conséquences les plus graves. Je vous prendrai quelques exemples simples. L'éducation alimentaire, y compris l'hydratation, ces deux éléments qui renvoient beaucoup à la culture, à l'éducation de l'alimentation. Je ne vais pas taquiner, faire trop d'ego, mais maman me faisait pleurer dans ma soupe quand j'étais petit. C'était un peu dur et plus je pleurais, plus elle me disait « tu auras de soupe à manger ». Elle m'a pas maltraité, rassurez-vous, mais elle m'a appris aujourd'hui, à 59 ans, à tout aimer. Évidemment, j'ai mes préférences. Évidemment, je ne me jette pas dessus sur des choux de Bruxelles comme je me jetterais sur la côte à l'os, mais je mange aussi des choux de Bruxelles puisque j'ai une palette de goût et d'odorat, y compris pour les grands vins de nos vignobles français ou autres, qui me permet aujourd'hui de savoir apprécier, d'avoir intellectuellement et psychologiquement intégré une palette de goûts extrêmement variée qui favorisera évidemment mon alimentation dans le grand âge ou mon hydratation. L'hygiène bucco-dentaire, quel meilleur exemple? Je commence à voir aujourd'hui des nonagénaires ou des centenaires qui ont toutes leurs dentures. Je ne voyais pas ça il y a 20 ans. Nos petits-enfants et nos enfants naissent aujourd'hui avec la brosse à dents dans les mains. Ce capital dentaire, il se construit bien tout au long de la vie. Évidemment, quand on n'a pas pu empêcher une carie, on sait la soigner. Évidemment, quand on est au bout du bout, qu'on a perdu toutes ses dents, on sait mettre des appareils dentaires. Mais quelle meilleure prévention tout au long de la vie que de garder sa capacité masticatoire et son hygiène bucco-dentaire tout au long de la vie. Le capital osseux, j'insisterai pas, calcium, vitamine D, directement lié à notre alimentation. L'ostéoporose, alors bien sûr, le rachitisme de l'enfant, l'ostéoporose de l'adulte ne sont pas des fatalités. Et le meilleur indicateur, c'est la toise. Arrêtons de penser que c'est normal de rapetissir avec l'âge. Non, vous devez avoir à 100 ans la même taille que vous avez à 20 ans. Vous pouvez aller enrichir vos radiologues et faire des ostéocytométries. J'ai peut-être quelques confrères et consoeurs radiologues qui m'écoutent, mais 9 fois sur 10, la clinique d'abord et la toise, les premiers centimètres perdus sont généralement des millimètres perdus sur nos 35 vertèbres et ça fait tout de suite quelques centimètres. On doit garder un capital osseux tout au long de la vie. La nutrition, l'alimentation, la supplémentation vitamino-calcique
adaptés aux âges de la vie, sont, et surtout après 50 ans, systématiquement, doivent nous permettre de garder ce capital osseux qui est un enjeu majeur d'autonomie et de prévention, évidemment, derrière. Bien sûr, je n'oublie pas les facteurs associés, l'activité physique adaptée, le temps de convivialité. On est dans une culture judéo-chrétienne, même si nos contemporains sont devenus athées ou agnostiques, mais n'empêche que ce temps du repas, du partager du pain et du partager du vin, et de ce temps marque tous les grands événements de la vie, que ce soit les moments heureux, voire même les moments malheureux après le rite du partage lors d'une cérémonie de deuil. Donc voilà, il est synonyme d'humanité, il est synonyme de convivialité, il est synonyme de lien social. C'est tout ça ce qu'il y a derrière. Évidemment, ça traite tous ces facteurs associés vont nous permettre de ne pas que vieillesse ne rime pas avec démence ou dépression. Et évidemment, le budget alimentation, on en parle beaucoup dans les EHPAD aujourd'hui, le fameux CRJ, le coût de repas journalier, le coût matière. Mais évidemment, il y a le coût matière. C'est plus facile de faire de la bonne bouffe si j'achète du filet de bœuf que si j'achète de la tranche. Mais il ne suffit pas d'avoir le bon budget et les bons produits. Encore faut-il savoir bien les cuisiner, bien les partager. Et ça, c'est tout le talent des chefs, que ce soit des chefs familiaux ou des chefs professionnels. Suivante. Oui, je vous disais, maladie silencieuse qui évolue par poussée, parce que bon, François y revenait. Suivant, on va pas insister, mais tout le monde connaît. J'ai eu le bonheur d'avoir été biberonné, pas tout à fait au sens propre, mais au sens figuré, par Monique Ferry dans mes premières années de médecine. Donc évidemment, elle a tout dit, elle a tout écrit, et ça reste la référence, cette fameuse spirale de la dénutrition, cette cascade de la dénutrition. Un peu par métaphore avec la sclérose en plaques, on voit bien qu'il y a des poussées et que chaque problème de santé, à un moment donné, va retentir sur la dénutrition. Et la dénutrition va retentir sur des phénomènes de fragilité qui vont pousser vers ce fatalisme qui, encore une fois, n'est qu'une réalité du présent, mais pas de demain, de finir ses jours grabataires, aphysiques et incontinents. La dénutrition tue aujourd'hui. La dénutrition fait perdre en qualité de vie aujourd'hui et de manière silencieuse et chronique, encore une fois. Alors, la question, c'est la prévention. Oui, merci à cette belle étude de votre association, François, suivant, s'il vous plaît, qui démontre bien que la tranche des 50 ans est un bon marqueur, peut-être à un stade où la réversibilité est encore importante, alors que c'est extrêmement facile, si je provoque un peu, à condition de s'en préoccuper et d'éduquer, y compris le corps médical et soignant dans son ensemble, à savoir dépister cliniquement très très tôt la dénutrition. Alors la fameuse pesée, alors ne faites pas dans les coquettes, hein. La pesée, ça sert à rien de se peser tous les matins, à part ça de vous stresser un peu. La pesée mensuelle régulière, elle est extrêmement importante. Et pesez-vous tout le temps, même quand vous savez que le poids monte et bien sûr que le poids descend. On a des obèses dénutris. La pesée régulière est en soi, alors ma collègue Pascal le dira peut-être mieux que moi, mais aujourd'hui, le fait de se peser régulièrement sans obsession est un élément extrêmement psychologiquement favorable sur une alimentation équilibrée. Et donc, ça bien sûr, ça va révéler des prises de poids pathologiques, ça va révéler des pertes de poids. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans la population très âgée, c'est qu'il est plus normal de perdre du poids quand on est âgé, sauf quand volontairement on fait un régime sélectif intelligent pour lutter contre une obésité morbide. Mais donc le poids, bien évidemment, ne suffit pas. L'IMC est intéressant. Je ne reviens pas sur les critères de l'HAS de novembre 2021, mais qui, vous avez vu, un peu comme on a redéfini le diabète il y a quelques années en étant plus rigoureux, en disant on est diabétique à 1,24 g et puis à 1,40 g. Aujourd'hui, on a, chez les personnes âgées et très âgées, on a mis le curseur un peu plus haut. On parle de dénutrition modérée sur un IMC inférieur à 22, alors qu'on était à 21 à l'époque. C'est intéressant de le faire une fois pour vous repérer dans la population générale, pour comparer des individus de taille différente. Mais quand vous avez votre patient donné, vous n'avez pas, ça ne sert à rien de le toiser tous les mois ou tous les 6 mois, mais vous allez simplement surveiller votre numérateur, c'est-à-dire le poids. Le poids est un bon indicateur global, pas suffisant, associé aux marqueurs anthropométriques, mais c'est quand même la base de la base. La perte de poids, comme la dénutrition, est souvent insidieuse, silencieuse, et comme on ne se voit pas vieillir, on ne se voit pas grossir, on ne se voit pas maigrir, il faut objectiver le poids avec une balance et une pesée mensuelle. On n'oublie pas les fonctions sensitivo-sensorielles, nous sommes des êtres de relation. Évidemment, sur cette question de l'alimentation, de la nutrition, on pense au goût qui se travaille,
On pense à l'olfactif qui se travaille. Faites dans vos clubs, dans vos familles, faites des ateliers de dégustation. Alors, je ne vais pas vous pousser à l'alcoolisme. L'alcoolisme est un danger, mais la consommation modérée, on peut travailler un nez, ça se rééduque. Un palais, ça se travaille et ça s'éduque et ça se rééduque. L'hygiène bucco-dentaire, encore une fois, j'insiste bien. Souvenez-vous, je reviens sur la précarité, l'hygiène bucco-dentaire. Sachez ouvrir les cavités bucco-dentaires. Nos amis vétérinaires, c'est ce qu'ils font pour voir l'état général de l'animal sur le plan physique, psychique, social et économique. Eh bien, malheureusement, chez l'être humain, c'est pareil. Derrière la bouche, c'est extrêmement informatif en termes d'hygiène générale, en termes d'état dentaire, en termes d'accès aux soins et en termes de capacité à pouvoir manger de manière diversifiée toutes les textures qui nous sont offertes et apprécier évidemment les choses. Les symptômes associés, on pense l'asthénie. L'asthénie est peut-être le premier facteur avant tous les autres d'une dénutrition sélective protidique. Quand vous réfléchissez bien, derrière le muscle est aux protéines, ce qu'est l'os au calcium. Et le muscle, ce n'est pas simplement le muscle squelettique qui nous permet de marcher, de sauter, de bondir, de courir, de passer de la position debout à la position assise, mais tout est muscle. Le cœur est muscle. L'appareil respiratoire est muscle, l'appareil digestif est muscle, la vessie est muscle. Et donc tous les maux du grand âge, la constipation, l'infection urinaire, l'incontinence, évidemment l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, sans bien sûr la perte d'autonomie physique à la locomotion, c'est muscle. Et évidemment la dénutrition protidique est le gros enjeu de santé publique dans les populations âgées, avec la supplémentation vitamino-calcique que j'ai évoquée tout à l'heure, vitamine D, calcium. Donc, et puis il y a des petits signes indirects. Sachez être curieux. Vous savez, le premier temps de la clinique qu'on m'a appris, moi, en tant que vieux médecin, jeune vieux médecin, mais je suis très content, je suis bientôt à mes 65 ans, François, donc je suis bientôt sorti de ma période de risque, c'est qu'il faut savoir inspecter, il faut savoir voir. Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, mais quand je suis dans un domicile, je sais ouvrir un frigo, je sais vérifier lorsque les périmés s'accumulent, lorsque le frigo ne se remplit pas ou ne se vide pas. Je sais très facilement le premier bon signe de perte de poids ou de prise de poids, c'est la taille de votre pantalon ou de votre jupe. C'est pas normal de changer de taille. Vous avez le droit aux fluctuations saisonnières. Une taille, c'est 5 kilos. Mais si je dois changer de taille à la hausse ou à la baisse, s'il se passe quelque chose, il n'y a rien de grave sans retentissement sur votre poids. Enfin, le réseau social, j'insistais, la vie est relation. Le temps du repas, c'est le temps de partage et de convivialité par excellence. Nos vieux meurent de plus avoir faim, de plus avoir soif et toujours de solitude et d'isolement. Alors oui, il faut corriger cette dénutrition. Évidemment, chez Maison de Famille, mais comme dans tous les grands groupes, j'allais dire, qui se respectent, notre premier meilleur médicament, ça reste l'alimentation avant d'être les compléments. Et si on peut jouer d'abord en termes surtout quand on mange en convivialité, si je peux continuer à manger comme tout le monde, en termes de goût, en termes d'olfactif, en termes de partage d'un plat, il vaut mieux enrichir une alimentation ordinaire que d'aller, en premier lieu, jouer sur des compléments. Autant quand je cherche à perdre du poids et des mauvais calories, ça va être un peu dur, je vais être obligé de supprimer parfois des choses que j'aime, disons réduire et jamais supprimer des choses que j'aime, autant là, il va nous falloir enrichir. C'est la bonne crème fraîche dans le potage, c'est les petits lardons qui vont bien, c'est tout ce qui donne du goût et du plaisir, et donc il faut véritablement jouer là-dessus, même si en deuxième temps, mais j'insiste pas, Pascal insistera plus que moi, on a des armes qu'on pourrait qualifier de plus médicales pour lutter sur les dénutritions sévères. L'activité physique, c'est une activité physique saine, adaptée et pas forcément sportive. Le sport est une activité physique, mais la marche quotidienne est importante, surtout si elle ne se fait pas seule, parce qu'elle nous ouvre au monde, elle nous ouvre à la nature, elle nous ouvre au commerce, elle nous ouvre à la relation. Et puis évidemment, on ne vit pas uniquement pour vieillir, on vieillit pour vivre, et la vie, c'est sociabilité, c'est le temps. Il nous faut des bras. Aujourd'hui, si je lance un appel à mes pouvoirs publics dans les dénutritions les plus sévères, encore réversibles, il nous faut des bras, il nous faut du temps. Ça prend du temps de faire manger un petit nourrisson qui apprend à manger, qui a un petit estomac. Ça prend du temps de rééduquer, de donner à manger à une personne qui est en perte d'autonomie sévère sur le plan physique, qui a un petit estomac. Et le petit truc que je donne à nos équipes soignantes dans les EHPAD, eh bien, il faut refaire en fin de vie ce qu'on refait au début de la vie, il faut fractionner.
un estomac qui est devenu paresseux, qui est devenu dénutri, parce que c'est le cercle vicieux, l'estomac peut être lui-même dénutri comme c'est un muscle, eh bien, il se sature rapidement. Il faut des petites fractions. Il faut peut-être redonner à manger 6-7 fois par jour, raisonnablement, avec évidemment l'accord et l'autonomie du patient à dire oui ou à dire non. Mais si on veut rééduquer un tube digestif et renutrir quelqu'un de très sévèrement dénutri, eh bien, il faut fractionner comme on fractionnait les 6-7 biberons par jour. Je conclus dans les temps, chère Clara, en vous disant sur ma dernière dia qu'effectivement, on est au cœur d'un sujet de santé publique, on est au cœur d'un sujet de société, on est au cœur d'un sujet d'éducation à la santé, même si évidemment, il faut savoir cibler les actions de santé publique et aujourd'hui, on est chez les 50 ans et plus. Mais si on veut se projeter dans l'avenir, si on veut travailler sur une politique long terme, ça démarre à la naissance, cette affaire-là. C'est un travail silencieux tout au long de la vie pour lutter contre une maladie chronique et silencieuse. Il faut des actions continues et silencieuses. C'est ce qui fait la richesse de l'éducation à la vie en général. On est devenu totalement inégaux sur la manière de vieillir et de bien vieillir dans notre pays dit moderne et riche. Et c'est un enjeu de toutes les politiques de la vie, depuis la petite enfance jusqu'au grand âge. Et évidemment, je ne vais pas cracher dans la soupe en tant que médecin, la médecine a sa part quand la dénutrition est devenue une maladie. La médecine a sa place, elle a ses vertus, elle peut apporter un plus à l'ensemble des partenaires. Nous sommes sur une prise en charge multidisciplinaire, multiprofessionnelle, où le principal acteur doit rester bien évidemment la personne âgée elle-même, même quand elle est fragilisée. Je vous remercie. Un immense merci pour votre présentation, voilà, qui présente bien tous les enjeux sur lesquels il faut évidemment venir agir au plus près et en mettant au cœur des priorités la personne âgée, évidemment. Je vais retenir une phrase que vous avez dit et que j'ai trouvée très belle. On vieillit pour vivre, donc il suffit à nous d'aller apporter voilà, toutes les conditions réunies pour vivre justement ces instants dans les meilleures conditions. Et ça me permet de donner la parole à Pascale Quinon, diététicienne, nutritionniste et chef de projet nutrition chez Restalliance, pour justement montrer à tous qu'une action conjointe peut aider justement à améliorer ces instants. Merci Pascale d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole. Merci Clara. Donc, je tenais à remercier l'Institut Nutrition également de m'avoir donné la possibilité de porter haut et fort la voix des diététiciens. Donc, je vais commencer par rappeler finalement le rôle majeur dans la prévention et l'intervention nutritionnelle. Le docteur Kariser a évoqué tout à l'heure la nutrition comme un facteur de prévention pour notre capital santé. Donc, le diététicien a toute sa place, évidemment, pour intervenir et dès le domicile et dès la plus tendre enfance. Donc, toutes les idées qui ont émané dans cette prévention nutritionnelle peuvent être prises en charge par les diététiciens. Donc, il a un rôle d'éducation nutritionnelle, bien sûr, de tous les usagers et en particulier des patients en fonction de leur pathologie. Il a également un rôle de formation auprès de tous les personnels. Lorsqu'on est en établissement, les personnels de cuisine, de soins, les personnels de service, on y reviendra sur la nécessité de former ces personnels. Il a également un rôle de prévention au sein d'équipes pluridisciplinaires. Donc, je vais simplement citer l'exemple de la prévention des chutes dans le cadre du programme actuel de prévention des chutes des seniors. Il a un rôle dans le repérage de la fragilité également. Et donc, le collectif nous rappelle donc 4 à 10% des personnes âgées à domicile sont dénutries et 25% des personnes âgées accompagnées à domicile sont dénutries également. Et donc, le diététicien peut intervenir dès le domicile pour cette prise en charge nutritionnelle précoce. Je pense qu'on l'a compris à travers les deux interlocuteurs précédents. Et donc, ce qui permet également, je dirais, peut-être à terme, de diminuer le chiffre qui est aujourd'hui de 30 à 40% des personnes âgées qui entrent en EHPAD avec une dénutrition. Next. Donc, finalement, l'EHPAD apparaît comme un lieu
à haut risque de dénutrition aujourd'hui. Donc, on va faire un petit focus sur l'institution. Il accueille aujourd'hui les derniers chiffres de 2019 sur l'étude EHPAD montrent que les établissements accueillent des personnes de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes et de plus en plus et polypathologiques surtout, ce qui entraîne forcément une prise en charge complexe. Donc, l'entrée en institution pour le résident, elle se traduit parfois, voire souvent, par une perte de poids, par un désintérêt pour tout, par une perte de la motivation pour les actes de la vie quotidienne et surtout par l'absence de plaisir. Et donc, des situations finalement auxquelles s'ajoutent des freins aujourd'hui qu'il faut reconnaître, qui rendent cette prise en charge encore plus délicate. Donc avec un turnover des équipes de soins, de cuisine, donc lié aussi à des absences de personnel, et tous ces facteurs, ces deux facteurs-là entraînent forcément une insuffisance des formations des personnels, en particulier sur la dysphagie. La méconnaissance des troubles de la déglutition et de la prise en charge entraîne forcément des actions qui sont mises en place en l'absence d'orthophonistes surtout. On constate également une coordination complexe des professionnels, dans le sens où chaque corps de métier travaille parfois en silo, ce qui provoque finalement un manque de transversalité et qui altère la prise en charge en institution. Donc, face à ces constats et à cet état des lieux, finalement, il est nécessaire d'adapter l'intervention nutritionnelle en institution en menant différentes actions. Alors, j'ai noté les plus essentielles, mais le docteur Carriger a insisté sur le maintien, en tout cas redonner le plaisir de manger, sur avoir plaisir à manger, et en adaptant les menus, en travaillant les recettes, en travaillant le goût, en redonnant envie de manger aux convives. Il faut absolument tenir compte des souhaits, des goûts des résidents. L'évaluation de l'état nutritionnel, l'évaluation régulière, donc qui s'appuie évidemment sur les critères de dénutrition, que l'on a précédemment évoqué également, avec une adaptation de la prise en charge selon l'organisation de l'établissement, mais surtout assurer un suivi, et c'est ce qui est souvent le plus compliqué, c'est-à-dire la pérennité de l'action qui est parfois mise à mal. On a également la nécessité d'assurer la formation de tous les personnels, sans exception. Tout le monde est concerné au sein d'un établissement. Il est inconcevable aujourd'hui de mettre en place des mesures spécifiques sans insister sur la formation. J'y reviendrai par la suite également. Et puis enfin, on peut organiser des commissions dédiées au temps des repas, donc en fait, temps du repas. Et en particulier, je pense à l'environnement du repas, un gros travail sur l'environnement du repas, puisque la satisfaction du repas n'est pas liée essentiellement au contenu de l'assiette, mais surtout aussi à l'environnement proche, large, au sein des établissements. Alors, comment mener à bien ces actions dans un contexte délicat, quelles sont finalement les clés de l'intervention nutritionnelle, d'une prise en charge optimale? Eh bien, au travers des différentes expériences que j'ai pu avoir en tant que diététicienne, que ce soit dans une activité libérale ou au sein de Restalliance, en restauration collective, eh bien, j'ai constaté finalement que le travail en équipe pluridisciplinaire est le pilier du soin. Nous sommes tous acteurs, tous responsables, c'est un peu mon adage. Et donc, il est essentiel de créer et d'aménager les liens finalement entre tous les acteurs, d'impliquer tous les professionnels. Donc, en précisant bien d'ailleurs, y compris les agents de service hôtelier, qui ne dépendent pas forcément du soin, mais qui sont intégrés dans le soin. Et ça, il faut vraiment qu'on en ait tous conscience, y compris le personnel administratif. Je dirais, tout le monde est acteur du temps du repas. Tous les personnels sont concernés. Et donc, c'est aussi une manière de valoriser le travail qu'ils mènent,
de mettre en avant l'importance de leur métier et surtout de faire ressortir finalement, de par ces échanges et ces formations, d'accompagner leur rôle. Tout à l'heure, le docteur Carriger en parlait, ce rôle d'observation, ce rôle d'écoute, d'alerte que l'on doit avoir au domicile, par une sensibilisation également, et l'information sur tous les risques de la dénutrition. Mais en institution, c'est très important aussi de pouvoir écouter tout le monde et de pouvoir impliquer tous les professionnels dans cette prise en charge. Et donc, le diététicien peut coordonner en second pivot de la prise en charge, aux côtés du médecin, bien sûr. Il peut coordonner cette prise en charge nutritionnelle. Donc finalement, je conclurai sur le fait que la lutte contre la dénutrition est une mobilisation générale permanente de la plus tendre enfance, bien sûr, mais enfin en tout cas surtout à partir de 50 ans, qui va permettre une prise en charge précoce, donc jusqu'à l'institution, bien sûr. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui doivent être coordonnées et formées, indispensable. Et enfin, une politique nutritionnelle qui, lorsque l'on évoque les structures d'accueil, doit être intégrée au projet d'établissement, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et donc, je dirais que s'il y a un appel au pouvoir public à mener aujourd'hui, c'est l'intégration de cette politique nutritionnelle dans le projet de chaque établissement, et également le recours, comme l'a proposé d'ailleurs le collectif, à un diététicien pour assurer ce suivi, je dirais, cette coordination de la prise en charge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour cette intervention, et voilà, on aura compris vraiment tout l'enjeu d'agir conjointement pour répondre à ce phénomène, à cette maladie chronique, silencieuse et autres, tous les termes voilà, qui ont pu être utilisés dans vos différentes présentations. Merci à tous voilà, justement d'avoir complété les propos de chacun, d'avoir apporté vos précisions et votre expérience. Je me permets de reprendre la parole très rapidement, vous laissant le temps justement de nous écrire vos questions à adresser si vous le souhaitez dans le chat. Pour ma part, pour prendre quelques minutes pour vous annoncer justement le projet sur lequel l'Institut Nutrition a travaillé depuis de longs mois et que nous sommes fiers de venir vous annoncer aujourd'hui, le lancement d'un projet qui voilà, reprend alors les plus grands termes qui ont certainement été abordés dans chacune des présentations aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui de la dénutrition des personnes âgées est un sujet sur lequel il faut continuer d'agir pour venir former le personnel, pour venir donner des clés d'action, pour venir sensibiliser surtout à la prise en charge de la dénutrition, au dépistage de la dénutrition, pour voilà, avoir les bons éléments, les bonnes clés pour pouvoir agir ensuite auprès de ces populations. Donc, vous voyez apparaître au fur et à mesure voilà, les différents mots-clés qui nous ont animés ces derniers mois pour vous annoncer le projet sur lequel nous travaillons, un projet de fresque de la dénutrition porté par l'Institut Nutrition qui a volonté, à travers un modèle de fresque que vous connaissez peut-être, devenir un outil de prévention et de sensibilisation à destination des professionnels de santé, devenir, voilà, à travers le format fresque d'ateliers participatifs, pédagogiques, éducatifs et collaboratifs, devenir sensibiliser à la dénutrition des personnes âgées en institution uniquement pour, voilà, essayer d'avoir un discours le plus adapté possible et surtout mettre en évidence tout ce dont nous venons de discuter aujourd'hui, voilà, pouvoir le transcrire et surtout aller le porter auprès des équipes qui œuvrent au quotidien avec cette pathologie, cette maladie, ce fléau de ces dernières années. Donc voilà le projet, en tout cas actuel de l'Institut Nutrition. Et pour cela, je vous donne rendez-vous en fin d'année pour la mise en ligne de l'outil et la mise en place des premières sessions de fresque de la dénutrition, donc portées par les équipes et qui seront réalisées par les équipes. Donc voilà, restez en tout cas connectés pour en savoir plus sur l'avancée de ce projet et sur les mises en place qui viendront donc voilà sur la fin de l'année 2024 pour voilà, un cadeau de fin d'année et on l'espère en tout cas des actions qui pourront être dupliquées lorsque l'on est professionnel de santé et que voilà, on a affaire avec ce fléau.
Je me permets d'arrêter peut-être le partage et puis je vais vous inviter à ouvrir vos micros pour reprendre un petit peu les différentes questions qui ont été posées ou du moins les différents commentaires. Je me permets de reprendre très rapidement pour synthétiser un petit peu l'ensemble de vos propos. Donc, l'importance d'agir conjointement pour venir lutter, prévenir, dépister et sensibiliser à l'importance de la prise en charge de la dénutrition à tous les âges, que ça soit en prévention ou en action, voilà, que beaucoup de choses sont à faire, d'où l'importance de former et de donner voilà, des moyens d'action aux personnes qui sont au contact des personnes âgées, tel était notre sujet aujourd'hui. Une petite précision justement par rapport à ce que vous disiez, François, concernant les poissons gras. Quelqu'un qui voilà, nous suggérait de favoriser plutôt des petits poissons, style sardines et maquereaux, qui permettent également de limiter la présence des métaux lourds. Voilà, on est sur un autre sujet, mais voilà, je me tenais de repréciser ce propos. Également, une petite remarque qui nous fait état en disant la présence systématique des diététiciens dans les EHPAD permettrait, donc ça rebondit sur ce qu'a avancé Pascal, une prévention et une prise en charge plus précoce de la dénutrition. Donc voilà, c'est bien en lien aussi avec, comme l'a précisé Pascal, les grandes recommandations qui ont été publiées par le collectif de lutte contre la dénutrition pour venir justement appuyer ce que vous mettiez en évidence. Et quelqu'un qui nous pose une question, alors voilà, libre à vous trois de pouvoir y répondre. Comment faire lorsque l'on a en charge du portage à domicile? Voilà, je peux vous laisser la parole. C'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé spécifiquement ce sujet, hormis par le fait évidemment de la formation des équipes. Mais voilà, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit point, peut-être Dr Karidger ou Pascal? Pascal pourrait répondre aussi, c'est-à-dire qu'après, tout renvoie à la compétence diététique de diététicien des organismes fournisseurs des repas à domicile. C'est-à-dire que si on est sur une chaîne, on peut imaginer, d'ailleurs on l'a avec aujourd'hui dans le champ de l'EHPAD, même si on ne dispose pas malheureusement encore souvent de diététiciens en propre dans nos équipes, en tant que salariés présents, même si c'était qu'une journée ou deux par mois, qui serait déjà beaucoup pour démarrer. On dispose généralement au niveau de nos centrales d'achat ou de diététiciens qui peuvent intervenir sur le grammage et sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on donne aux résidents. Donc voilà, donc je pense que le portage de repas peut avoir la même chose, mais je pense que la vraie difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, il est encore une fois à la fois dans une sorte de fatalisme. C'est toutes ces vieilles idées reçues. C'est normal de maigrir avec l'âge, c'est normal de manger moins, c'est normal de ne plus aimer le poisson, c'est normal que… Et puis deuxième idée reçue qui m'est insupportable, parce que c'est mon côté toujours un peu provocateur de ma pédagogie, mais aujourd'hui, moi quand je mange un poisson, j'en ai rien à branler des métaux lourds qu'il y a dedans, parce que je sais qu'on a plus de risques de mourir de dénutrition que de mourir de métaux lourds. Alors si je peux avoir… si j'ai les moyens, on en revient sur l'enjeu financier, si j'ai les moyens de m'acheter du bio et d'acheter du saumon sauvage, super. Mais à un moment donné, dans un rapport bénéfice-risque, l'essentiel, c'est déjà de becter, de bien becter et de nourrir toute cette planète. C'est ce qu'on demande au monde agri-viti et aux maraîchers et au monde de la mer depuis des décennies. Donc, il faut remettre les risques à leur niveau. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la chasse aux métaux lourds, à la mauvaise bouffe en qualité. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu globalement de quantité. Donc, je terminerai là-dessus. Il faut, pour les médecins et les professionnels de santé au contact avec les médecins, s'il vous plaît, lever les régimes restrictifs. Il faut lever le crayon de l'ordonnance. Moins de régimes restrictifs, moins de médocs chaque fois que c'est possible. Prenez la caricature du cholestérol. Le cholestérol, bien sûr, c'est un facteur de risque à 40 ans si j'ai 60 ans d'espérance de vie, si j'ai vraiment du très mauvais cholestérol et que les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas parce que j'ai un cholestérol génétique. Mais à 70 berges, à 80 berges, le risque effectivement d'avoir des crampes, voire même d'avoir une fonte musculaire à cause d'un effet secondaire d'un médicament, le bénéfice-risque. J'en veux pas mes amis cardio quand ils voient que la coronaire et qu'ils veulent mettre des statines surtout. Mais quand vous prenez en charge la personne dans sa globalité, le cholestérol, j'en ai besoin pour refabriquer mes petits neurones aussi, qui meurent tous les jours. Donc voilà, c'est retrouver du bon sens, de l'équilibre et surtout ce fameux rapport bénéfice-risque. La stratégie à 40 ans, elle ne sera pas la même à 50, elle ne sera pas même 70, même si l'objectif est le même.
rester en bonne santé, bien nourris. François, vous souhaitiez ajouter quelque chose Oui, plusieurs petites choses. D'abord, j'ai précisé mon âge et celui de mon épouse. On a 76 ans. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien manger. Et comme disait, j'ai pas mal échangé avec Monique Ferry là-dessus. Elle a un leitmotiv qui est à partir de 70 ans, il faut leur foutre la paix. Voilà. Et voilà, ce que je rejoins tout à fait le docteur Carriger là-dessus. Alors, sur le portage à domicile, donc, et je rejoindrai l'histoire des diététiciennes, il se trouve que dans l'association, nous avons en particulier deux sociétés spécialisées en portage à domicile, dont une est importante sur la région parisienne, c'est Saveur et Vie. Et Saveur et Vie a une équipe intégrée de diète qui règle en principe la question disons de la qualité des repas. Donc c'est très important. Alors ce qui rejoint d'ailleurs la question du rôle des diététiciennes par rapport aux seniors, nous, une autre de notre cause pour laquelle nous avons créé un groupe de travail, c'est de faire monter en puissance par tous les moyens, disons, l'utilisation au sens sociétal du terme des diététiciennes pour l'alimentation des personnes âgées, qui est totalement méconnue et qui soulagerait beaucoup, en particulier les gériatres, et disons que on a essayé de partager cette idée avec la FDN, qui n'a pas vraiment répondu à notre attente. Mais pour nous, les diètes, pas seulement à l'hôpital, mais dans toutes les sociétés, en particulier Restalliance est une de ces sociétés, les diètes ont un rôle considérable et de manière générale, tout ce qui est profession paramédicale, mais en particulier ergothérapeute, diète, etc., sont sous-utilisés, leurs compétences sont sous-utilisées pour les personnes âgées. Oui, Pascal. Oui, je rajouterais, merci pour votre soutien, mais je rajouterais également que les diètes sont aussi là pour former les personnes qui interviennent au domicile, dans les SIAD, toutes ces structures-là, finalement, qui peuvent aller regarder aussi dans le frigo ce qui s'y passe, etc., qui accompagnent les personnes à domicile. Parce que certes, les repas portés à domicile sont étudiés en matière d'apport nutritionnel, etc. Mais après, il faut aussi agir sur l'environnement du repas et sur la présence de la personne qui accompagne au repas. L'idéal, c'est qu'elle puisse manger avec. Et moi, je sais que dans des actions de formation, j'ai ce genre de structure aussi. Et c'est vraiment, c'est très, très formateur aussi de voir un petit peu le manque de connaissances, et donc la nécessité de pouvoir faire monter en compétence ces gens-là pour qu'ils soient toujours, donc qu'ils aient leur rôle d'observation, d'écoute et d'alerte des familles, des médecins et du personnel soignant qui intervient à domicile. Mais je dirais, outre le contenu des menus, la structure des menus, c'est aussi une intervention à domicile, c'est vraiment l'idéal. Parfait. Merci à vous trois pour la réponse apportée. Je me permets de peut-être clôturer. Je vois le temps qui défile sur, bien évidemment, et on l'a encore rappelé dans cet échange, l'importance de former, que ça soit à domicile, que ça soit en institution. Mais je me permets également, et ça me fait rebondir sur une remarque que nous avons eue justement dans le chat, l'importance de former. C'était pas notre propos aujourd'hui, mais on sait, je pense tous à quel point c'est important d'aller former les aidants, les familles sur l'alimentation de la personne âgée, le rôle que eux vont avoir à domicile prioritairement, mais voilà, pour toutes les strates et tous les âges et toutes les étapes de la vie, sur les possibilités d'enrichissement naturel faisables facilement à la maison, mais également surtout de les sensibiliser sur les différents critères qui peuvent aider au dépistage ou à la prise en considération d'une dénutrition qui pourrait arriver pour avoir le comportement adapté. Donc voilà, peut-être vous souhaitez rajouter un petit mot, mais sinon on peut clôturer sur
sur ce fait-là. Bien évidemment, beaucoup de choses restent à faire. On a ouvert beaucoup de perspectives aujourd'hui. Voilà, beaucoup de choses se mettent en place, mais on sent voilà qu'un besoin de prise en charge conjointe et puis d'une action commune, pluridisciplinaire pour aller agir sur ce fléau qui voilà, nous concerne tous à différents âges de la vie, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches, en tant qu'aidants, famille ou autres. Voilà, l'importance de jouer sur les compétences de chacun avec des équipes pluridisciplinaires sur la formation, le dépistage et la sensibilisation à la dénutrition. Un immense merci à nos 3 intervenants aujourd'hui. Merci François, Pascal, Dr Carrigher de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et puis, bien évidemment, je vous donne tous rendez-vous voilà, en fin d'année pour en savoir un petit peu plus sur notre projet de fresque de la dénutrition. Et merci à vous tous de vos merci et de vos messages d'encouragement sur ce projet. Merci à tous de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Merci pour vos questions. Et voilà, plein de bonnes perspectives pour tous, je l'espère. Merci à tous, à très bientôt et bon appétit pour tout le monde. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Merci. Merci, à bientôt.